La drépanocytose est une maladie héréditaire provoquée par la déformation ou la dégradation des globules rouges. Pour célébrer la lutte de cette maladie comme tous les ans, le Programme national de la lutte contre la drépanocytose PNLCD a organisé une conférence de réflexion ce jeudi 17 juin à Kinshasa. Les drépanocytaires ne bénéficient pas d'une prise en charge gratuite, malgré plusieurs plaidoyers menés auprès du gouvernement, tels que précisé par Charlotte Pambou, une infirmière drépanocytaire de Kinshasa. Nous achetons des produits seuls à un prix très élevé. Comment allons-nous nous en sortir? Une question à laquelle seule l'autorité compétente peut répondre. La drépanocytose est un problème de santé publique majeur dans ces pays et au niveau du ministère de la Santé, nous avons conscience des efforts que nous devons déployer pour arriver à lutter efficacement contre cette maladie. Ce n'est pas pour rien que des assises comme celle-ci sont soutenues par le ministère de la Santé parce que nous sommes conscients qu'il faut que nous puissions chacun à son niveau apporter une pierre à l'édifice pour combattre cette maladie. Et au niveau du ministère de la Santé, nous avons préconisé et amélioré la sensibilisation de la population qui ignore les effets de cette maladie afin que tout le monde puisse être conscient de comment pouvoir prévenir la maladie en faisant la promotion de la santé et la vulgarisation auprès de nos communautés. Voilà un peu la ligne directrice du ministère par rapport à la lutte contre la drépanocytose. Tous les experts présents à cette activité étaient unanimes sur la question de la sensibilisation. Selon eux, il faut faire comprendre au peuple le risque que représente un mariage sans test de résus préalable. À en croire le professeur et expert Ndomba Kabeya, malgré plusieurs propositions de loi en guise de solution intermédiaire pour la protection des drépanocytaires, rien n'a évolué à ce jour. Cependant, la proposition d'un arrêté ministériel pour la protection des drépanocytaires s'avère nécessaire. Une autre inquiétude présentée à ces assises, c'est l'absence d'un état civil efficace qui informe sur le nombre de naissances et de décès de cette maladie. Aucun chiffre n'est disponible. Un combat de longue haleine lié aux difficultés de la prise en charge. On venait de mener une étude ici où on a estimé les coûts moyens des dépenses. Quand vous avez un enfant drépanocytaire, c'est plus ou moins, la moyenne en tout cas, c'est dans $1000. $1000 par mois, c'est beaucoup. On gagne combien pour dépenser $1000 par mois? Donc, ce sont des maladies qui doivent être prises en charge par l'État. C'est pourquoi le ministre de la Santé insiste là. Il y a beaucoup d'ateliers qui sont organisés sur la santé universelle. Des défis majeurs à relever par le gouvernement à travers le ministère de la Santé. En Europe, des innovations ont été mises en place pour détecter un drépanocytaire dès la naissance, chose qui facilite la prise en charge. Dans certains pays comme la Grèce, les mariés avec les S dominants sont séparés afin d'éviter la prolifération de cette maladie. Les secrétariats d'IFONARED et de CAFI ont procédé à la présentation de l'appel à manifestation d'intérêt auprès des différents participants provenant des divers horizons, notamment les ministères sectoriels, les partenaires nationaux et internationaux, la société civile ainsi que les partenaires financiers pour demander le pilotage et l'exécution du fonds CAFI. Organisé le 16 juin à Kinshasa, les différentes agences de mise en œuvre ont été briefées sur les contenus de ces cadres programmatiques afin de savoir comment postuler à cet appel d'offres et sur comment maximiser les chances pour décrocher ces marchés. On veut réduire le coût de transaction et on souhaite que même les ONG nationales et surtout les ONG nationales viennent en consortium. Plus on est nombreux, moins, n'est-ce pas, le coût de transaction soit un peu quand même réduit et on a plus de chances, n'est-ce pas, de présenter un projet beaucoup plus cohérent, beaucoup plus consistant et avoir plus de chances de pouvoir passer. CAFI est un partenaire de taille pour les pays. Les autorités de la République démocratique du Congo appellent les différents prétendants à faire des questions liées à la protection de l'environnement, utiles pour le développement global du pays. En tant que signataire de la lettre d'intention, il y a quelques semaines. Donc il était important que toutes les parties prenantes, que toutes les agences de mise en œuvre soient bien informées du contenu d'abord de cette
ce cadre programmatique qui fait l'objet donc de l'aide d'intention, mais aussi des modalités pour y accéder. Parmi les organismes éligibles à cet appel figurent les agences du système des Nations Unies, la Banque mondiale, les ONG nationales, les secteurs privés, les ONG internationales et instituts de recherche internationaux du secteur de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, du foncier, de l'énergie, de l'environnement et de la santé. Mes attentes, c'est que, premièrement, la partie nationale, les Congolais, les ONG nationales, comme on les a appelés ici, les entités nationales, puissent se mettre au travail afin de pouvoir soumissionner. Que les organisations locales puissent se mettre au travail, bien lire l'appel tel qu'il a été libellé et aussi postuler. C'est vraiment ça l'attente que nous avons. Les organisations internationales, elles, on sait d'emblée qu'elles sont en train de se passer l'information et elles ne vont pas louper une seule opportunité de le faire. Mais le plus grand problème, c'est au niveau local. Signalons que le 29 juillet 2022 est la date limite de réception et expression d'intérêt. Le 1er novembre marquera la première étude de faisabilité et la première approbation. Le décaissement aura lieu en début du mois de novembre. Les bassins du Congo, longtemps considéré comme un écosystème épargné des menaces du changement climatique, s'illustre aujourd'hui par une grande vulnérabilité très variée, ceci à cause des activités anthropiques. C'est à ces termes que se résume l'ouvrage Nexus Climat aux migrations conflits dans les bassins du Congo. Le vernissage de cet ouvrage a été suivi des échanges de connaissances entre le professeur de l'université de Kinshasa en collaboration avec le centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo CREBAC et les participants venus des différentes universités ainsi que milliers professionnels. Quand on dit Nexus, c'est tout simplement les liens que nous avons analysés entre les phénomènes du changement climatique, les défis et les enjeux liés à l'accès aux ressources en eau, notamment au niveau du bassin du lac Tchad et tous les enjeux liés à l'eau au bassin du Congo, mais également aussi une dimension importante par rapport aux migrations que nous observons actuellement dans la partie nord-est de notre pays. Bon, quand je dis actuellement, il y a de cela plus de 20 ans, des éleveurs transhumants, Mbororo, qui sont ici dans notre pays. Les impacts que la transhumance, qu'est-ce que j'ai dit? Les impacts de cette transhumance dans les écosystèmes, dans les activités de production des communautés locales, notamment les femmes, mais également aussi sur la biodiversité. Le conflit dans les bassins du Congo est bien réel, avec des impacts graves sur les écosystèmes. L'auteur de cette œuvre scientifique invite par ailleurs les États du bassin du Congo à la conscientisation sur les enjeux de l'air et du pourquoi conserver la paix dans la région. Pour lui, le bassin du Congo est un milieu de vie propice pour beaucoup d'autres vivants en dehors de l'homme. La raison de la journée scientifique, ce sont les questions qui nous préoccupent, les questions de survie de nos communautés, les questions de la protection, préservation de la biodiversité, les questions de la durabilité du bassin du Congo. Aujourd'hui, le bassin du Congo est ce qu'il est. Dans 10 ans, dans 20 ans, que sera le bassin du Congo? Ce sont ça les questions qui nous préoccupent. À cause des effets du changement climatique, la chance de se développer durablement et de vivre en paix dans la région est restreinte. Le chercheur congolais s'inquiète du déplacement des troupeaux de vaches des éleveurs Mbororo au risque d'occasionner une crise en eau et aux accaparements des terres à la longue. Aujourd'hui, le changement climatique, aujourd'hui la régénérescence des conflits dans les bassins du Congo comporte des dangers susceptibles d'anéantir l'existence de notre pays d'ici 20, 30 ou 50 ans. C'est pour cette raison-là que nous avons essayé d'étudier ces questions, de regarder des enjeux vitaux, mais également de proposer aux décideurs des mécanismes pour le changement de la gouvernance dans notre pays. Signalons que cet ouvrage d'une vingtaine de chapitres avec 55 pages est coécrit par des chercheurs congolais et étrangers, parmi lesquels 5 apprenants et diplômés d'études approfondies de l'Université de Kinshasa. Les recherches empiriques ont été menées entre 2019 et 2022. La réduction de l'empreinte carbone de bâtiments, taxation de dommages environnementaux, protection de forêts, promotion d'une économie circulaire et poursuite d'une politique alimentaire durable,
Telles sont les questions qui ont fait l'objet d'échanges et débats à la conférence de Bonn sur le changement climatique. Ces assises ont été organisées du 6 au 16 juin à Bonn, la ville fédérale allemande. Le rendez-vous des négociateurs climatiques et bailleurs de fonds est parmi le dernier virage de préparatifs de la COP27 fixé pour le mois de juillet en Égypte. Avoir une COP qui se tient en terre africaine revêt une signification particulière puisque c'est quand même le continent le plus vulnérable au changement climatique. C'est quand même le continent qui contribue le moins au changement climatique puisque c'est le continent qui est le moins émetteur. Et là, je ne prends pas parti pour le groupe africain, je me base sur ce que la science nous dit. Et donc, je pense que tout pays qui vient à une COP africaine ne peut pas rester froid et cynique, se doit en tout cas de faire un effort au-delà de l'effort habituel pour essayer de trouver une solution et faire avancer cette thématique climatique qui obère les perspectives de développement du continent africain. Le monde est aujourd'hui menacé par le phénomène de changement climatique. Les écosystèmes se modifient et plusieurs États tardent encore à respecter leur engagement manifesté dans leur contribution déterminée nationale. On croit à ces négociateurs seniors du climat, la lutte contre les effets de changement climatique est plus que jamais décisive. Elle ne peut être réelle qu'avec l'implication de tous. Je pense que chacun a sa partition à jouer pour qu'au niveau national, au niveau international, l'ambition climatique puisse être rehaussée. Parce que l'État de lui-même ne peut pas tout faire. Mais l'État se doit de mettre en place un cadre suffisamment incitatif pour que les entités non étatiques puissent se joindre à l'effort. Ces organisations non étatiques, ces acteurs de la société civile exercent une pression saine pour pouvoir aider les gouvernements à pouvoir faire montre d'ouverture, de transparence dans les engagements qu'ils prennent ainsi que dans la mise en œuvre de l'action climatique. Dans le message de la cérémonie d'ouverture de la dite conférence, le monde est appelé de se solidariser pour conjuguer deux efforts, car protéger la Terre est un défi mondial et collectif. En République démocratique du Congo, la pollution cause des coupures d'électricité à la pointe sud du lac Kivu, à l'est du pays, devant les barrages des Ruzizi. Une traînée de déchets s'étire. Difficile à nettoyer, ces détritus proviennent de toutes les villes qui débordent les vastes lacs dans lesquels les populations jettent les ordures. Cette pollution engorge les turbines et endommage la centrale électrique et finit par provoquer des coupures du courant. Quand il y a beaucoup de déchets comme ça, ils viennent boucher les grilles de prise d'eau de nos machines. Et quand ils sont bouchés, donc on ne sait pas avoir de l'eau suffisante pour faire tourner nos turbines afin de pouvoir produire la puissance nominale de nos machines. Donc à ce moment-là, les machines baissent la production et nous sommes obligés maintenant de griller, donc nettoyer ces grilles-là. Et pour les nettoyer, nous arrêtons ou on baisse sensiblement encore la production de la machine, ce qui fait qu'il y a des délestages et on ne sait pas produire au maximum ce qu'on devrait. Les déchets empêchent l'eau d'entrer dans les turbines de la centrale électrique des Ruzizi. De ce fait, les machines ne peuvent plus produire leur puissance nominale. En plus de la surveillance constante de la centrale, certains experts veulent aussi sensibiliser la population sur ces problèmes pour pouvoir les résorber. Donc quand ils les jettent quelque part là dans un caniveau, qu'ils sachent que ça viendra échouer ici. Et c'est chaque geste qu'ils font, c'est comme s'ils se privent eux-mêmes de l'énergie électrique à la maison. Parce que quand ça va arriver ici, nous allons arrêter les machines pour nettoyer le lac. Et deux, il y a risque d'endommager ces machines-là, alors que la population, peut-être la personne elle-même qui est en train de jeter la saleté, a besoin de cette énergie pour son travail et pour son développement. Donc, laissez à toute la population, laissez de jeter les déchets dans le lac. Mettez-les quelque part pour aller les jeter au dépotoir indiqué. Pour l'autorité, évidemment,
c'est d'abord de sensibiliser davantage et de décourager, parce que l'autorité, c'est toujours l'autorité. Donc, après les avoir sensibilisés, il peut y avoir aussi des sanctions, mais évidemment, de trouver un endroit pour la population pour commencer à aller jeter ces détritus et d'indiquer et de sensibiliser encore davantage que voilà, vous avez un endroit pour aller jeter les détritus. L'impact est énorme. Ces ingénieurs signalent un déficit d'électricité de 6,3 MW sur un total de 30 MW produits non seulement par la province du Sud Kivu, mais aussi pour la province voisine du Nord Kivu et le Burundi. Nous avons plus de 270 000 ménages, 277 400 ménages au Sud Kivu, dans la ville de Bukavu plutôt. Et parmi ces 277 400 ménages, il n'y a que 3 000 ménages qui sont abonnés aux structures d'évacuation des déchets. Et là, maintenant, il faut se poser la question. Les autres ménages, comment ils gèrent le déchet? Le problème se situe à ce niveau-là. Et si il faut voir le pourcentage, nous pourrions dire que 12,5% sont abonnés à des structures d'évacuation des déchets. Et les 82,5%, donc, ces ménages jettent leurs déchets dans la rue, s'il faut le dire. Ça, c'est un autre tableau qu'on a essayé un peu d'analyser. Mais nous avons parlé de la politique, en fait, au niveau de la mairie des communes. Est-ce qu'il y a des dépotoirs publics? Dans la ville de Bukavu, nous tous nous savons. Nous avons d'abord 11 marchés dans la ville de Bukavu. Comment ces 11 marchés gèrent le déchet? Quel est le mécanisme d'évacuation de ces déchets-là? Ça, c'est notre aspect. La centrale hydroélectrique de Ruzizi souffre actuellement des restrictions de production dues à la pollution du lac Kivu. Selon la Société nationale d'électricité, SNEL, les déchets déversés dans les lacs, des fois, se fondent à la hauteur du barrage, affectant tout son système d'exploitation.